Alors, aujourd'hui, on va parler du minage, plus précisément du minage de Bitcoin, en parlant de l'enjeu et des perspectives du minage de crypto-monnaies. Perspectives offertes par ce consensus magnifique appelé le Proof of Work, qui permet la validation des blocs toutes les 10 minutes, raccordant ces fameux blocs à la chaîne de blocs qu'on appelle donc la blockchain. Et effectivement, toutes les 10 minutes, le consensus Proof of Work permet cette validation des blocs. Toutes les 10 minutes, ce même bloc décapsule 6,25 bitcoins. Toutes les 10 minutes, donc, 6,25 bitcoins sont mis en circulation et on s'approche un peu plus de la limite supply de bitcoin qui s'appelle 21 millions de bitcoins. Toutes les 10 minutes, on assiste à la sécurisation du réseau. Et enfin, toutes les 10 minutes, Bitcoin consomme de l'énergie, une certaine quantité d'énergie. Et justement, le but ce matin est de parler du Bitcoin dans sa propre relation à l'énergie. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Barragan, je suis le CEO de Start Mining, et ce matin, on va donc parler des enjeux et des perspectives. Alors tout d'abord, l'enjeu énergétique. Alors, ici sur la slide, on voit qu'il y a d'autres enjeux. Il y a évidemment la géopolitique, la géostratégie, parce que vous savez, quand on parle de minage de Bitcoin, on parle d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle de géopolitique, parce que l'énergie, c'est la matière première d'un État. Et donc, quand on parle du minage de Bitcoin, on parle de statut un petit peu quand même géostratégique, avec des États qui ont compris qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une production d'énergie avec un pipeline qui va traverser la moitié de l'Europe. Quand on comprend ce qu'est le minage de crypto-monnaies et le minage de Bitcoin, on peut parfaitement exporter son énergie en direct d'une centrale. Donc il y a vraiment un caractère géostratégique au minage de Bitcoin. Mais on va se concentrer vraiment sur la partie énergie. Alors tout d'abord, quelle énergie est utilisée par Bitcoin majoritairement? Est-ce que c'est le charbon? Est-ce que c'est le pétrole? Quelle est la source d'énergie? Alors en fait, la réponse est assez simple. Vous allez voir pourquoi. Si on veut miner du Bitcoin avec du charbon, tout d'abord, on parle d'à peu près 6-7 centimes d'euros par kilowattheure de coût de production. Versus, si on devait miner en énergie renouvelable, énergie verte, hydroélectrique, on parle d'à peu près 2 à 3 centimes d'euros de coût de production par kilowattheure. Donc, est-ce qu'un mineur va miner avec du charbon, avec une énergie à base de pétrole ou autre énergie fossile? En fait, il n'y a pas de sens à le faire. Il n'y a pas de sens à le faire parce qu'en fait, l'énergie verte est celle qui est la plus rentable. Imaginez un instant le pire stéréotype du mineur. Alors vraiment, faut fermer les yeux, imaginez la situation. Le mineur qui soit le pire cliché, l'individu parfaitement égoïste, qui n'a absolument aucun regard sur l'écologie, sur la crise climatique, etc., et qui veut faire ce qu'on appelle du self-mining, va miner pour lui, il va regarder que son portefeuille, son moi d'abord. Étant donné que c'est rentable de miner avec une énergie verte, même le pire cliché du mineur va miner avec une énergie verte. Et pourquoi? Parce que, et je pense qu'on peut l'écrire en caractère gras, dans cette industrie particulièrement, il est rentable de faire le bien. C'est rentable d'aller chercher l'énergie verte. Et c'est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, nous ne sommes pas dans une industrie qui a besoin que les mineurs ou le minage en général soient fondamentalement bienveillants. Le simple fait qu'il y ait des intérêts économiques amène les mineurs à aller chercher de l'énergie renouvelable. Donc, à la question, quelle est la source d'énergie utilisée par Bitcoin? La réponse est énergie verte, parce que c'est plus rentable. Donc déjà, on répond un petit peu à la question de l'enjeu énergétique. Alors, deuxième question. Bon, ok, on comprend, c'est l'énergie verte, c'est super. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet quand même par rapport à la quantité d'énergie?
utilisé par le réseau Bitcoin? Quelle est la quantité d'énergie utilisée par ce réseau? En fait, il y a deux réponses à cette question, deux sous-réponses. Je vais commencer par la première. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que 1 mégawatt électrique, aujourd'hui, ça va être, pour les connaisseurs dans la salle, X puissance. Ça veut dire X TH ou X pétaH de puissance de calcul Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le temps passe, et plus on assiste à des bonds technologiques. Ces bonds technologiques, à peu près tous les 2-3 ans, font qu'il y a de nouvelles sortes de machines qui minent du Bitcoin et qui arrivent sur le marché. Et ces nouvelles sortes de machines qui arrivent sur le marché, elles sont gravées en taille de puces toujours plus petite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelques années en arrière, pour les connaisseurs, je sais qu'il y en a dans la salle, on mine avec du S9 et on était à X nanomètres de taille de gravure de puce. Alors on a commencé il y a longtemps avec un peu plus de 40 nanomètres de taille de gravure de puce, puis après c'était 24, 20, 18, 12. Aujourd'hui on est en 7 nanomètres. Et il est assez certain que demain on va être en 5 et puis en 3 nanomètres de taille de gravure de puce. Toujours plus petit, toujours plus efficient énergétiquement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ça veut dire que pour un même mégawatt de puissance électrique, aujourd'hui, je vais avoir plus de puissance de calcul dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et ça, vous voyez, c'est super important parce que ça répond à une question qui parfois induit en erreur certains médias. Beaucoup de médias disent, attention, le réseau Bitcoin va avoir besoin de plus en plus d'énergie. C'est vrai et c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce qu'un même mégawatt électrique va avoir plus de puissance dans 3 ans ou 4 ans. Le Bitcoin n'a pas besoin d'énergie pour être sécurisé. Le Bitcoin a besoin de puissance de calcul. Et cette efficience énergétique qui s'améliore d'année en année amène la même quantité de consommation d'énergie à plus de puissance. Donc, Bitcoin a-t-il besoin de plus d'énergie pour être sécurisé? Pas forcément, non. Il a besoin de plus de hash rate, de plus de puissance de calcul. OK. Mais deuxième sous-réponse à la question de la quantité d'énergie. Parce qu'on a quand même tous, plus ou moins, pour ceux dans la salle qui sont là depuis avant 2021, on a traversé un bull market. Pour ceux qui s'en rappellent, Bitcoin 69 000 $, ça a drainé de nouvelles liquidités, ça a drainé de nouveaux acteurs. On a en droit quand même de se demander, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un sujet avec des acteurs qui débarquent et qui ont besoin de plus de quantité d'énergie que les acteurs déjà présents, qui renouvellent leur parc informatique? Alors pour répondre à ça, il faut scinder le sujet. Déjà, le mineur de 2020. Le mineur de 2020 n'a rien à voir avec le mineur d'aujourd'hui. En 2020, vous avez une crise qui s'appelle le Covid, qu'on a tous traversé, avec un confinement plus ou moins général dans l'ensemble du monde, qui a complètement réduit l'activité économique humaine et donc les besoins en hydrocarbures, les besoins en énergie, parce que les gens arrêtaient d'aller travailler le matin et de revenir le soir. Donc, on assiste en 2020 quand même à un plongeon du besoin énergétique. Ce plongeon amène au fait qu'il y a eu des surplus d'énergie. Donc quand on parle du minage, vous avez sûrement déjà entendu parler le fait que les mineurs vont aller chercher les surplus d'énergie. C'est vrai. C'était vrai en 2020 surtout. Et effectivement, nous, chez Start Mining, en 2020, on a déployé notre modèle en Islande. Il y avait beaucoup de surplus d'énergie en 2020, puisque l'activité économique a plongé. Mais en 2021, vous avez une reprise de l'activité économique, un regain de besoin en énergie. Ce regain de besoin en énergie s'est conjugué par une limitation des surplus d'énergie. Donc même quand on pose la question à un mineur, alors comment ça se passe le Bitcoin avec la quantité d'énergie présente, tout ça, et d'autant plus en 2022 avec la guerre en Ukraine, comment ça se passe? Il y a la crise, il y a ceci, il y a cela, il y a voilà, les offres de gaz qui sont de plus en plus élevées. Comment ça se passe pour le minage de Bitcoin? Et que vous entendez des mineurs parler de surplus d'énergie, c'était vraiment vrai en 2020, ça allait beaucoup moins en 2022 et en 2023. Donc, les mineurs qui veulent arriver sur ce marché, parce que c'est rentable, parce qu'ils comprennent le minage, comment ils font? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ça devient intéressant parce que, en l'absence de surplus d'énergie,
le mineur qui a vraiment envie de miner, parce que c'est rentable, va chercher à financer des capex d'investissement, c'est-à-dire de l'infrastructure, financer des centrales de production d'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que tous les surplus sont atteints, on va chercher justement à produire plus d'énergie. Et c'est particulièrement intéressant parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle une enveloppe donc, débloquée par l'Union européenne qui s'appelle la taxonomie. Cette enveloppe, elle est dédiée justement à ceux qui veulent financer les énergies renouvelables. Le mineur n'a pas besoin d'attendre la taxonomie pour le faire. Et quand on réfléchit à ça, on comprend qu'en fait le mineur est le premier actionnaire, en quelque sorte, de financement de centrales de production d'énergie. Vous voyez, on remet un petit peu la balle au centre par rapport au sujet. Là, on fait un petit peu une entrée dans l'arrière-boutique de ce qu'est le minage réellement. Et c'est intéressant parce que, finalement, quel que soit le sujet, qu'on soit sur une période de bear market, qu'on soit sur une période de bull market, il y a toujours un impact environnemental positif au minage du Bitcoin. Parce que, je le répète, c'est rentable de faire le bien dans cette industrie. Alors la question que tout le monde se pose peut-être, bon, formidable, on a résolu le sujet de l'énergie, on comprend l'enjeu, très bien, mais est-ce que c'est rentable en 2023 vraiment? Est-ce que c'est rentable de miner du Bitcoin? Oui et non, pas en France, et surtout pas à Paris. Donc voilà, désolé pour les Parisiens dans la salle, mais il n'y a aucun sens à miner à Paris pour l'instant. Alors sauf si vous avez en France un super moulin qui produit de l'énergie, il n'y a pas trop de sens à miner en France. Ce que vous voyez ici dans le graphique, est-ce que c'est trop tard pour miner? En fait, on a représenté la réponse à cette question au travers d'un coût d'énergie pour un Bitcoin généré. Et en fait, en France, on se rend compte que si on devait calculer le nombre de mois pour arriver à un Bitcoin, on dépenserait 44 410 € d'énergie pour fabriquer un Bitcoin. Alors qu'en face, sur une plateforme d'exchange, on est à peu près à 22 000 €. Alors en ce moment, ça bouge un petit peu. Voilà, le graphique date du 13 mars, on est à peu près à 22 000 €. Donc en fait, ça n'a pas de sens de fabriquer un Bitcoin à 44 000 si je peux l'acheter à 22 000. Alors, les chiffres que vous voyez là sont basés pour les connaisseurs sur un S19 Pro 104 TH, voilà, pour donner à peu près une idée. C'est-à-dire qu'on a pris un modèle standard pour représenter le graphique. Et donc chez Start Mining, on est à peu près à 15 650 € le coût de production d'un Bitcoin. Alors comment on fait? On n'est pas des magiciens, mais on a une recette que je vais vous montrer. Alors la recette du minage rentable, qu'est-ce que c'est? Quand on veut miner, par quoi est-ce qu'il faut vraiment passer si on veut parler de rentabilité et pas de hasard? Alors déjà, vous l'avez compris, le prix de l'énergie. C'est un petit peu le nerf de la guerre dans ce milieu. Il faut évidemment avoir le bon coût de l'énergie pour espérer quand même quelque chose d'assez rentable et être sur un coût de production inférieur au taux de change habituel du Bitcoin, actuellement. Bon, ça on a compris. Le deuxième sujet quand même, c'est aussi celui de la maintenance. Quand on parle de minage, on parle de hardware. On parle d'informatique, on parle de machines. Quand on parle de machines, on parle d'entretien, on parle de maintenance, on parle de devoir être présent auprès de son parc. Si vous avez des machines dans votre garage, il faut s'assurer qu'il y ait les bonnes températures, que ce soit pas trop mal refroidi, qu'au niveau de la poussière, ce soit à peu près ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Enfin, il y a quand même un sujet, c'est du hardware. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a mis ici, dans la recette du bon minage, l'équipe de soins, c'est parce que si vous partez en vacances et que vous avez cramé 3 prises et un tableau électrique derrière vous et que votre machine est à l'arrêt pendant 3 semaines, vous comprenez vite que vous avez ce que nous on appelle dans le jargon un uptime qui est très mauvais. C'est-à-dire que vous avez une durée de fonctionnement qui est quand même assez courte finalement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est super d'avoir le bon prix d'énergie, mais ça ne sert pas à grand-chose si la mine ne tourne pas. Donc il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce qu'on a les compétences ou est-ce qu'on veut déléguer ces compétences à un tiers? Évidemment, il y a également des coûts annexes dont il faut tenir compte. Quand on veut se lancer dans le minage, je peux vous dire que je l'ai fait il y a quelques années, mon associé aussi,
quand on veut se lancer dans le minage, on s'improvise un peu technicien en herbe dans un data center en herbe. Il y a des coûts annexes à prévoir. Il y a Internet, il y a le coût d'hébergement, et puis il y a son propre temps humain pour être présent et pour faire des réparations lorsque c'est nécessaire. Donc il y a vraiment des coûts auxquels il faut penser. Et le refroidissement en fait partie. Dans un data center classique, le PE est d'à peu près 1,3, 1,4. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup de refroidissement pour refroidir l'ensemble du parc. Alors en Islande, on n'a pas trop ce problème parce que c'est du free cooling, c'est du froid de l'extérieur qu'on injecte à l'intérieur et donc on n'a pas ce souci. Mais ces éléments, il faut en tenir compte. Parce que quand on réfléchit au minage, le minage c'est quoi? C'est quoi mon coût de production versus ma production? Donc on est obligé de tenir compte de ça si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Ces trois éléments sont à peu près ceux qu'on peut essayer de maîtriser. Les deux éléments suivants, on ne peut pas les maîtriser. Alors l'élément suivant, c'est la difficulté du réseau. Alors la difficulté du réseau dit très simplement, il faut imaginer que dans le minage du Bitcoin, vous avez toujours plus de monde, mais vous avez toujours un seul bloc, toutes les 10 minutes. Donc un seul bloc toutes les 10 minutes qui décapsule 6,25 bitcoins, ben, si vous avez plus de monde, vous avez la part du gâteau qui est de plus en plus petite pour chaque personne. Donc il faut tenir compte de ça, de cette difficulté du réseau qui ne dépend absolument pas de vous, qui dépend du réseau. Et de l'engouement des mineurs à rejoindre le réseau parce que c'est rentable. Donc plus c'est rentable, plus il va y avoir de monde dans le réseau. Ça c'est un aléa, on ne peut pas le maîtriser. Et le deuxième aléa qu'on ne peut pas maîtriser, la cerise sur le gâteau, c'est forcément la valeur du Bitcoin. Vous ne pouvez pas maîtriser cela, que vous soyez une crevette ou une baleine financière, personne ne peut maîtriser la valeur du Bitcoin. C'est soumis à une certaine volatilité et ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas forcément prédire. On ne peut pas prédire avec précision où sera le Bitcoin dans 1 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, on ne sait pas. On peut se baser sur des hypothèses passées par rapport au halving précédent, par rapport à des chartes qui vont nous donner des renseignements sur ce que pourrait être la valeur du Bitcoin. On sait que le supply est limité, donc on sait que le Bitcoin va continuer sa croissance. Mais personne ne peut prédire à quel moment ça va arriver. C'est pourquoi, chez Start Mining, on a développé une autre approche, une autre façon de lire la récompense minière. On ne peut pas prédire quand est-ce que ça va arriver, mais on sait l'impact que ça va avoir quand ça va arriver. Si vous regardez le tableau, on a en abscisse le cours du Bitcoin, et en ordonnée, on a la difficulté actuelle. Au moment où on se parle, alors entre 22 et 23 000 euros le cours du Bitcoin, on est à peu près sur 43% par an de rendement, je mets des guillemets au mot rendement, parce que ça vacille quand même. Et puis, si on bascule sur l'ATH, c'est-à-dire sur le Bitcoin à 69 000 $ comme on l'a vécu en 2021, ayant acheté le matériel aujourd'hui, je précise, donc aujourd'hui en période de bear market, on bascule sur à peu près 300-326% par an. Vous comprenez pourquoi on parle de minage rentable. Ce tableau intéressant, il nous donne des perspectives, mais il ne faut pas oublier qu'il est basé sur un best case scénario. Un scénario selon lequel votre machine n'est pas tombée en panne. Un scénario selon lequel votre hardware continue de fonctionner dans le meilleur des mondes plusieurs années. Un scénario dans lequel vous n'êtes pas victime d'une crise géopolitique avec effet papillon. Parce que ce qui se passe en Chine, en Russie ou ailleurs a un impact dans le minage. Là, on simule le meilleur des scénarios. N'oublions pas qu'on parle du hardware. Quand on parle de hardware, on peut avoir du matériel qu'on achète et avec la mauvaise loi des séries, avoir un matériel qui va durer 6 mois, 1 an. Qui va peut-être terminer sa durée de vie avant d'avoir fait son retour sur investissement. On parle d'un hardware qui pourrait, pour une raison ou une autre, traverser les frontières et amener son propriétaire à payer une première TVA en France et puis une deuxième TVA en Islande, une troisième TVA au Paraguay ou ailleurs. Parce que vous savez, dans un contrat, il y a toujours une tripartite invisible qui s'appelle l'État et qui prend sa TVA. Donc il y a quand même des problématiques au minage. Et sans parler de l'accessibilité économique, évidemment. En 2021, on parle de machines dont le coût était de 10 000 à 21 000 $.
Tout le monde n'avait pas 10 000 à 21 000 dollars pour arriver à ensuite avoir ces chiffres. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer, pour ceux qui seront présents ce soir à partir de 18h45, que Start Mining a lancé depuis un peu plus d'un mois un token qui répond à cette problématique, qui répond à un état de l'art que nous avons dressé dans le white paper qui est disponible sur notre site, et qui permet de sortir complètement du risque hardware, de toutes les problématiques que je viens de citer, qui permet de sortir de la problématique d'accessibilité économique. Venez ce soir, ce sera avec grand plaisir de vous accueillir. Merci à tous pour votre écoute, et je crois qu'il nous reste peut-être un peu moins d'une minute pour répondre à vos questions si vous en avez. Olivier? J'avais une question sur la valeur intrinsèque d'un Bitcoin. Est-ce que tu estimes, tu vois, aujourd'hui, quand on fait des simulations sur tout ce que tu as pu évoquer, que ce soit le coût de l'énergie, le coût de la machine, etc., un Bitcoin dont on parle parfois de coût intrinsèque, quand tu regardes un petit peu les analystes, etc., financiers, traders, etc., d'un coût de Bitcoin qui peut être, on va dire, aujourd'hui autour de 13 à 15 000 dollars en moyenne, et qui, du coup, au prochain halving, doublera. Est-ce que tu estimes, toi aussi, en tant que mineur, que le Bitcoin a un coût intrinsèque, et donc quelque part, pas un plafond, plutôt un support, qui se situerait dans ces zones-là, maintenant, et puis au moment du prochain halving en 2024 ? Ouais, c'est une bonne question, forcément. Effectivement, tous les 4 ans, vous avez ce qu'on appelle un halving. Alors, le halving, il va arriver l'année prochaine, 2024. Et effectivement, lorsqu'il y a le halving, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un bloc toutes les 10 minutes qui contient 6,25 bitcoins. Ben, lorsque le halving arrive, vous découpez la récompense en deux. C'est-à-dire que dans un an, le même bloc va avoir une récompense divisée par 2. 3 bitcoins des poussières. Est-ce que le bitcoin a des valeurs intrinsèques ? J'ai envie de dire oui. Lorsqu'on mine du bitcoin, on mine du bitcoin. On mine pas des euros, on mine pas des dollars, on mine du bitcoin. Ce bitcoin, c'est presque quantique comme question. Le bitcoin n'a pas la même valeur aujourd'hui qu'il va l'avoir dans un an. Alors, pour se projeter, il est super important de regarder en arrière au niveau des charts. Parce qu'effectivement, lorsque vous avez un halving, le halving est généralement suivi, avec une inertie de 4 à 6 mois, généralement suivi d'une hausse en fait, du cours. Donc, effectivement, il ne faut pas regarder votre bitcoin à l'instant T dans sa valeur d'aujourd'hui. Beaucoup le regardent d'ailleurs comme un bien sur du long terme, en imaginant qu'il va pouvoir dépasser les 70 000, les 100 000 dollars, etc. On me dit que le temps est passé. Merci sincèrement à tous pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure et même à ce soir pour ceux qui seront là. Merci beaucoup.